Bonjour à tous, bonjour aux étudiants d'abord, à leurs enseignants qui sont là, à tous ceux qui sont venus. Je remercie le Master Gide de l'invitation. Je suis très touchée de venir là. Je suis déjà venue, invitée par un des prédécesseurs de Laurence Favier, Dominique Cotte, que je tiens à saluer, dont je tiens à saluer la mémoire, puisque il nous a quittés un peu avant Noël. Et c'était quelqu'un un grand chercheur dans ces domaines. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, un expert indépendant. Je travaille, ma principale activité est au sein de mon cabinet qui s'appelle Archive 17, mais comme aujourd'hui, l'essentiel de mon activité est de faire la promotion de ma méthode d'archivage qui s'appelle Arcateg, archivage par catégorie. Mon site professionnel a changé de nom. Donc j'en profite pour dire que je vais faire paraître d'ici 1 ou 2 mois un livre sur ma méthode qui s'appelle des documents d'archives aux traces numériques. C'est déjà un peu le programme que je vais évoquer aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est mon activité principale et j'enseigne donc depuis septembre dernier à l'Université de Paris 8 dans un master qui s'appelle Gestion stratégique de l'information. Donc ça se rapproche et je suis toujours contente de rencontrer d'autres étudiants parce que chaque formation a sa personnalité. C'est toujours intéressant d'échanger. Et puis j'ai surtout les années précédentes, je me suis beaucoup investie dans une association qui s'appelle le CR2PA, Club de l'archivage managérial, qui était un groupe de grandes entreprises, une 50aine de grosses entreprises, qui regroupe des responsables de projets d'archivage, qui a cette particularité de ne pas être une association professionnelle, mais un club qui regroupe des gens qui ont tous les profils, c'est-à-dire des techniciens, des managers, des informaticiens, des documentalistes, des archivistes, il y a un petit peu de tout côté profil. Et donc on parlait d'ADN tout à l'heure. L'ADN du club, c'est cette pluridisciplinarité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Et ce club a réalisé 2 MOOC, dont un qui s'appelle Bien archivé, la réponse aux désordres numériques, et un autre sur les mails, donc dont j'étais responsable pédagogique. Voilà. Et pour les autres, j'écris beaucoup, presque tous les jours, et je publie beaucoup depuis 6 ans sur mes différents blogs. Alors, la question qui m'a été posée, sur laquelle nous nous sommes entendus avec les étudiants, c'était les données sensibles, et finalement on est abouti à ce titre, données sensibles et documents à risque. Tout est dans le et, évidemment, comme souvent. Donc on va débattre de ça. Alors moi, bêtement, je vais prendre les problèmes je vais prendre les mots dans l'ordre. Les données. Alors, on va commencer. Il était une fois une petite donnée, donc c'est un mot féminin. J'ai mis petite fille, mais elle est habillée en bleu. Enfin voilà, après. Vous en pensez ce que vous voulez. La donnée, moi j'ai fait des études qui m'ont amené, alors je vais reparler de documents évidemment après, mais j'ai pris beaucoup de notes au cours de la journée. Et la donnée, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité. On parle de données depuis qu'on parle d'informatique. C'est quand même un terme d'informaticien. Et on a d'abord les données, j'en veux la preuve maintenant, c'est qu'on a les données structurées, qui s'alignent comme les champs d'une base de données, ce qui reprend, j'en parlerai tout à l'heure, un peu un tableau Excel où chaque petite donnée va dans une case. Et puis, vous avez aussi les données non structurées. Et la preuve que c'est un mot d'informaticien, c'est que si c'était pas un mot d'informaticien, on n'appellerait pas les données habituelles, c'est-à-dire celles des mails, du courrier, on les appellerait pas de manière négative, non structurées. Donc pour moi, tout ça, c'est pas neutre. Ceci dit, j'ai depuis longtemps adopté le vocabulaire des informaticiens qui me paraît quand même assez clair. Donc on va maintenant je parle des données structurées et des données non structurées. J'ai toujours connu ça, mais j'appelais pas ça avant de cette façon-là. Je vous dirai comment je les appelais plus tard. Mais donc voilà, je me suis entrée dans les pas des informaticiens, puisque informatique il y a, et que l'informatique et les technologies dirigent grandement nos vies aujourd'hui. Donc, structuré et non structuré, puisqu'on ne sait pas les appeler autrement. Semi-structuré, ça veut dire à peu près pareil. C'est une réponse quand même, une définition un peu négative. Alors, la donnée, c'est du français. Maintenant, il y a la data.
Parce qu'avant, il y avait les données et maintenant, il y a la data. Alors, l'illustration, j'ai repris simplement un petit montage que j'ai fait récemment dans un article parce que j'en avais un peu... Enfin, j'ai eu une réaction un petit peu vive en entendant parler de la data, la RGPD. Alors, le règlement général pour la RGPD, donc il y en avait un petit peu partout. Donc, j'ai fait un petit billet d'humeur là-dessus qui est sur mon blog et sur LinkedIn aussi. Et je voudrais quand même faire 2 commentaires sur, au-delà de l'aspect linguistique, qui est souvent mon dada, mais je voudrais quand même faire 2 petits commentaires. J'ai dit la donnée, c'est récent. La donnée, c'est quand même la traduction du latin datum, donner et, qui a été donné, et au féminin avec un E. Datum, c'est du pluriel. C'est un terme qu'on va retrouver aujourd'hui dans le français actuel, c'est le terme qu'on trouve dans date. Donné à Paris le 20 avril 1312. Donc il y a une date autrefois, je dis ça parce que ça me paraît important de remettre les choses un peu en perspective. On a la date de lieu et la date de temps. C'est devenu la date de temps par habitude parce que les langues évoluent, mais au départ on a bien quelque chose qui est donné. Donc cette notion de donner me paraît être importante, c'est ce qui est là, ce qu'on écrit ici. Ça, c'est une première remarque, on pourrait en faire beaucoup. La deuxième, c'est le big et le smart, dont on parlait aussi ce matin. Donc, cette notion de big data, qu'on va retrouver déjà dans le data au pluriel, j'ai pas dit, mais datum en latin, ça fait data, c'est un pluriel, c'est un neutre pluriel, qui, le fait qu'on passe au féminin, outre tout ce qu'on peut dire sur la féminisation des choses, mais il y a cet aspect de grande masse informe. C'est un grand lac. D'abord, on parle de lac de données. C'est Clément qui en a parlé ce matin. C'est aussi un truc très à la mode, data lake. Alors, on avait avant le big data. C'est-à-dire que c'est tellement énorme qu'on ne sait plus trop. C'est une grande masse noire. On ne sait plus trop. C'est indifférencié. Ça m'a beaucoup frappé dans ces dernières années. Puis maintenant, on a le smart data. Donc, Olivier en a parlé aussi, on a cette notion de se concentrer sur des données qui sont importantes, qui ont une valeur ajoutée, et non pas prendre toutes les données au même niveau. Mais pour moi, il reste quand même que la donnée, c'est quelque chose qui mérite plus de nuances qu'on en donne. Et qui n'est pas bien maîtrisé par les entreprises. Donc, je vais faire 2 citations. C'est pour ça que je cherchais mes petits papiers. Pourquoi je vais vous les lire. Ça sera plus simple. Je les ai pas écrites sur les slides. Donc, dans un journal de 2015, on peut lire 90% des entreprises ne savent pas quelles données elles ont parce qu'elles n'ont pas les mécanismes de recherche pour les retrouver. Voilà, donc ainsi elles reproduisent ou elles recommencent. Bon, donc cette absence de maîtrise des données qu'on a. C'est-à-dire on produit et on ne sait pas retrouver. Rien que la façon dont est rédigée cette remarque est intéressante parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont parce qu'ils ne peuvent pas le rechercher. Ça montre bien que on cherche, on ne sait pas, donc on crée autre chose. On est sans arrêt en projection vers ce qui est devant et ce qui vient de se passer il y a 3 jours, on ne sait plus. On ne sait déjà plus et ça s'entasse. Une autre remarque de 2016 sur un cabinet américain, je pense que c'est le Gartner, mais j'en suis pas sûre, mais c'est du même genre, qui dit ceci, et je confirme pour ma part, pour avoir travaillé dans une 60aine d'entreprises en France, depuis que je fais ce métier de conseil, je dirais bien la même chose. Dans la plupart des entreprises, 69% de l'information n'a aucune valeur métier, juridique ou réglementaire. Je rajouterais volontiers patrimonial, c'est-à-dire que c'est du bazar, c'est du vrac, et c'est des répétitions de données dont on ne sait plus du tout à quoi elles servent, d'où elles sortent, etc., parce qu'elles ne sont pas qualifiées. Donc on a cette espèce de big qui est pas encore devenu tellement smart, comme vous disiez. Même quand on dit smart, c'est pas forcément toujours intelligent. Mais je partage aussi un espoir sur le fait que les choses vont s'arranger. Et dernière remarque par rapport à ça, on voit le règne de la data. Donc c'est un côté, je vais revenir sur cette notion d'éblouissement. Les gens sont des entreprises, le public, les internes, on est éblouis par l'ampleur de la data. Il y a cette espèce de fascination. Et là aussi, j'avais noté quelques titres d'articles dans la presse française, notamment les Échos, avec la data, une nouvelle arme de séduction massive.
Le règne de la data, les Français se convertissent à la vitesse grand V à l'Internet mobile. Donc cette notion de la data, c'est un terme journalistique voilà, qui marche bien en ce moment. Et maintenant, ça c'est ma conviction. Pourtant, ce que j'ai entendu, c'est plutôt ça. Le document est mort. Le document est mort. Alors j'ai vu ce matin, oui, il est mort, ou du moins il est moribond. Il a un pied dans la tombe. Alors je vais reprendre ce que j'ai entendu, parce que c'est ce qu'on entend dans beaucoup d'endroits. C'est le courant qui est comme ça. Et moi je vais juste m'opposer parce que c'est un peu ce qui m'amuse et puis c'est mes convictions profondes aussi surtout. Le document est mort parce que la donnée le met dehors. Et que on a entendu la primauté du document sur la donnée, c'est fini. C'était hier, c'est ce qu'a dit Clément ce matin. Olivier a cité plusieurs documents qui vont céder la place à autre chose, à des données. Donc vous avez parlé, si je me permets de rappeler, vous avez parlé à un moment les documents classiques qui sont un chèque, un contrat, un relevé de banque. Sur l'activité de PDF, enfin voilà. Pour moi, c'est pas forcément des documents. Je vais faire exprès de pousser. Un contrat, c'est un document. Ça, on peut difficilement dire le contraire. Un chèque, moi, je dirais que c'est pas un document, c'est une transaction. Je joue sur les mots. Je vous regarde parce que ça m'a beaucoup amusé. J'ai pris des notes en vous écoutant parce que ça allait un peu dans le sens de ma démonstration. Et puis finalement, un relevé de banque. Un relevé de banque, c'est ça, non? C'est des données dans des cases. C'est comme un... Enfin, écoutez, entre nous, j'ai pas assez préparé. Je sais pas dire si ce que vous voyez là, c'est un relevé de banque ou un bulletin de salaire. Je vous laisse l'appréciation. En tout cas, c'est des données structurées. Un relevé de banque ou un bulletin de salaire, c'est pas signé. Donc en fait, la notion de document qui est limitée à une page A4, pour faire simple, c'est quelque chose qui a 50 ans en France, enfin dans le monde, je veux dire. Avant, on avait une vision beaucoup moins, je dirais, carrée ou rectangulaire de la situation, et du coup, j'ai un peu le sentiment, enfin quand je dis avant, j'y étais pas non plus au Moyen-Âge, mais avant l'imprimerie, en tout cas, il y avait une notion du document qui n'était pas aussi rectangulaire. C'est ça que je voudrais mettre en évidence. Donc finalement, on dit que le document est mort. Ça dépend comment on définit le document. On va, je pense, qui est-ce qui a parlé de... c'est Bruno ce matin qui avait parlé vous avez fait allusion à Suzanne Brier avec le document qui est une antilope. Donc tout dépend comment on définit le document. Mais pour moi, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, si vous voulez, dans cette affaire. Mais pour moi, à partir du moment où on a un ensemble d'informations, il n'y a pas besoin qu'il soit délimité par une page de papier ou par un écran d'ordinateur. S'il porte quelque chose et qu'on sait d'où il vient, où il va, et qu'il porte un enseignement, documentum en latin, qui porte un enseignement, on peut dire que c'est un document. Donc ce découpage me séduit moins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, le document est mort, vive le document. Vous connaissez la formule. Et c'est c'est ça le fond de ma pensée là-dessus. Donc on parle des données, mais finalement les données, les documents, on va voir qu'il y a quand même c'est pas une opposition, il y a un certain nombre de liens. Sur cette formule elle-même, je voudrais ajouter que finalement ce qui est important pour définir une certaine forme de document, en tout cas ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est l'expression que j'affectionne beaucoup, non pas de document engageant, mais je vais dire d'écrit engageant, c'est-à-dire de quelque chose. Un écrit, pour moi, peut être une image légendée, et ce qui est important, c'est l'intention de l'auteur et le destinataire, c'est-à-dire la notion de relation. Pour moi, de plus en plus, je vais définir un document, parce que je l'appelle comme ça, mais l'objet dont on parle, parce que vous avez parlé aussi d'objet d'information, d'objet de données, ça me va très bien, c'est quelque chose, des données, des informations, des mots, des signes, qui ont un auteur, qui ont un émetteur et qui ont une intention, qui ont un destinataire. Donc un chèque, un tweet, pour moi, tout ça c'est pareil. Parce qu'il y a un émetteur, il y a un destinateur et il y a un contenu. Et il y a un contexte.
Alors, je reviens plus sur la notion d'engageant parce que c'est vrai que j'aime bien cette formule et que j'ai beaucoup milité pour faire comprendre la réalité du records management en France, je trouve qu'elle a été beaucoup malmenée autour du terme de document engageant au sens très large, parce que document engageant, c'est pas binding document en anglais, c'est le fait que on est engagé. Alors bien sûr, ça peut être juridiquement, mais on est engagé financièrement, moralement, au niveau du métier, on est engagé dans la mémoire, on est engagé vis-à-vis du public, vis-à-vis des équipes de l'entreprise qui viendront derrière vous. Il y a quelque part un engagement au sens où je suis responsable de ce document, j'ai une responsabilité sur lui, j'ai la responsabilité, je crois que je n'ai pas encore prononcé le mot, de l'archiver, ou j'ai le droit de le détruire. Donc c'est au sens de cette responsabilité-là. Après, sur la notion de document et d'écrit, je veux rappeler aussi que on n'y a pas fait allusion aujourd'hui dans l'environnement électronique, sauf erreur de ma part. Le Code civil donc reconnaît l'écrit électronique au même titre que l'écrit papier, avec sa valeur donc de preuve depuis l'an 2000, en s'appuyant sur une directive européenne de fin 99. Et le terme document n'est pas dans le Code civil. L'article 1366 aujourd'hui, le mot document n'apparaît pas, et c'est ça où j'ai le droit pour moi, si je puis dire, dans cette affaire. Il est question d'écrit. L'écrit électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sous forme papier. Donc ça, c'est important. Alors, il y a deux disciplines qui vont dans ce sens-là. Le droit, parce qu'aujourd'hui, quand on doit apporter une preuve, c'est un écrit, c'est pas des données. Les données, elles sont dans l'écrit, on va y revenir, elles sont dans le document, mais c'est un document que l'on produit. Par rapport, je me place du point de vue des juristes. Donc en droit, ce qui fait foi, c'est un écrit. Et là, dans le langage courant, on dit un document. Mais on pourrait dire des données. En tout cas, le droit milite pour cette notion d'écrit. Écrit, encore une fois, ça peut être une image, ça peut être un signal, c'est un message qui est émis par un humain pour quelqu'un d'autre, avec une trace, avec une traçabilité. Et puis, la diplomatique, donc la science de l'authenticité, la discipline qui étudie l'authenticité des documents, qui est une de mes disciplines d'études, en tout cas celle qui m'a le plus marquée et que je trouve très actuelle dans l'environnement numérique et qui occupe beaucoup ma réflexion. Et parce que dans l'environnement numérique, comment on fait pour analyser, ce qui est le but de la diplomatique, vérifier l'authenticité d'un document ou démontrer que c'est un faux? En fait, je ne me place pas trop du point de vue de l'archivistique. Alors, je fais une petite parenthèse entre la différence entre archivistique et diplomatique que souvent on associe. L'archivistique, c'est une discipline pratique d'organisation des masses et de sélection, de tri, de description des masses d'archives. Alors que la diplomatique est une discipline, je dirais, plus universitaire d'un certain point de vue, parce qu'elle s'occupe d'une méthode, d'une méthodologie d'analyse et de critique d'un objet documentaire. Donc de ce point de vue-là, un objet de données, une image, peut être l'objet de la diplomatique avec deux dimensions. Il y a trois dimensions dans la diplomatique. Il faut d'abord observer ce qui est dans l'objet lui-même, puis autour, donc dans le contexte autour, et enfin comparer avec d'autres. Donc on a ces trois démarches, j'analyse ce que je vois dans le document, j'analyse le document dans son contexte où c'est écrit, et puis j'ai derrière un certain nombre de comparaisons que je peux faire. Et ça, on peut voir que dans le domaine numérique, bien au-delà des PDF, cette expression, ce que vous avez expliqué, finalement, ça relève bien de cette démarche-là, où j'ai un objet de données qui est quand même enregistré quelque part, et qui peut être soumis à un examen critique de véracité, de contrôle. Moi, j'avoue que j'ai toujours été fascinée, toujours non, parce qu'il n'y a pas si longtemps que je connais ça, mais cette technologie du 2D doc que vous reprenez dans la blockchain, qui est le même élément, c'est-à-dire vous avez quelque chose qui a été
une institution qui a remis donc un diplôme, une facture, ce que vous voudrez, à un particulier, et le particulier qui va vers une autre institution ou une autre entreprise pour dire voilà ce que j'ai. Et donc l'idée, c'est que ce soit la blockchain, et c'est une de ses fonctionnalités effectivement très séduisantes, ou que ce soit d'autres systèmes, dont le 2D Doc que j'évoquais, permettent d'aller contrôler que le destinataire final du document va contrôler auprès du premier émetteur l'exactitude des données qui sont censées être vraies dans le document présenté par l'utilisateur, par celui qui est entre les deux. Voilà, donc cette notion de diplomatique me paraît assez intéressante, et donc non, la donnée n'a pas tué le document. Après, on parle comme on veut, mais dans l'idée, pour moi, il n'y a pas de rupture aussi nette qu'on veut nous le faire croire quelquefois. Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Un mot encore à propos des données, parce que j'ai bien aimé quand Valérie Schaeffer a parlé ce matin de Brewster Kahle. Donc là, je prononce bien, merci. Enfin, ça m'avait beaucoup amusé. Si tu as fait allusion au fait que au moment de l'élection de Trump, donc toutes ces données du net étaient sur les serveurs d'Internet Archive, et que Brewster Kahle, je me souviens de son appel, c'était au mois de novembre, donc il y a 2 ans et demi, il s'est inquiété de savoir s'il allait pas. Il a fait un appel d'ailleurs à des dons pour l'aider à dupliquer, à migrer ses serveurs au Canada, parce qu'il avait peur. Tu n'as pas été jusque-là ce matin d'une saisie. Tu n'as pas dit le mot comme ça, mais bon, je crois que c'était exactement ça, d'une saisie par le pouvoir trumpique. Et ce qui montre bien que les données, elles sont pas dans les nuages, elles sont bien sur des serveurs, et que les serveurs, ils sont bien sur un territoire, en l'occurrence les USA. Donc ça aussi, c'est un point où la donnée, ça revient un petit peu, cette espèce de masse, on ne sait pas trop où elle est, de nuages. Et en fait, non, il y a une réalité derrière qui est bien là. Alors, toutes ces réflexions étant faites, je vais passer au deuxième terme, qui est finalement le mot sensible. Alors, les données sensibles. Sensibles, alors, il y a une définition des données sensibles dans le RGPD, Règlement général pour la protection des données personnelles. Alors, je vais faire comme moi aussi. Qui est-ce qui a entendu parler, qui a lu, qui connaît le RGPD? C'est bon. Donc, est-ce que vous l'avez lu? Qui l'a lu en entier? C'est très très bien. Moi, avant, je lisais le journal officiel, je trouvais ça pas mal. Là, franchement, c'est mieux. Non, mais je plaisante à peine. C'est très très intéressant ces règlements. Alors, je vous encourage à le lire. C'est pas si long que ça. C'est très intéressant. Donc, Règlement général pour la protection des données personnelles, voté en juillet 2016, qui entre en application le 25 mai prochain, et qui va obliger un certain nombre, les entreprises, notamment celles de plus de 250 salariés, à un comportement plus éthique qu'elles ne l'ont aujourd'hui sans doute dans la collecte et le traitement des données concernant les personnes physiques. Donc ça peut être leurs clients, mais pas seulement, c'est les collaborateurs, c'est voire les fournisseurs, c'est un petit peu tout le monde. Alors je veux insister sur un point, parce qu'on a tendance toujours à s'enflammer pour une mode ou une autre. Je pense qu'il faut... On parle beaucoup du RGPD, est-ce que je suis conforme, soyez conforme, attention, tout ce qu'on veut. Il faut quand même rappeler, d'ailleurs la CNIL le fait, que ce règlement aujourd'hui, qui nous concerne tous en tout cas, a été pris pour contrer les abus des GAFAM. C'est pas pour embêter le petit consultant du coin. Moi, je suis moins de 250 salariés, mais voilà, c'est pas tout le monde a des données personnelles. Bon, mais c'est tout entrepreneur, même un commerçant avec ses clients, un commerçant de quartier. Donc, c'est quand même pas fait pour ça. C'est fait d'abord pour contrer, essayer de ramener un petit peu le fléau de la balance au milieu, avec tous les abus qu'il y a pu avoir avec les grands. Donc, je ne les nomme pas. Alors, dans le règlement pour la protection des données personnelles, il y a un certain nombre de définitions.
qui sont dans l'article 4 du règlement. Il y en a 99 articles, mais la deuxième moitié des articles sont des articles assez techniques. Finalement, vous avez 40 articles à lire, franchement, ça vaut la peine. Et la définition des données sensibles est celle-ci. Tout nom, numéro d'identification, données de localisation, identifiant en ligne, éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale d'une personne physique, et tout élément qui peut permettre d'identifier une personne. Donc c'est très très large. Il y a eu une question qui a été débattue l'année dernière, maintenant elle est réglée, et c'était la question de savoir si une adresse IP était une donnée personnelle. On disait non, si, c'est aujourd'hui reconnu comme une donnée personnelle par la plupart des juristes, parce que c'est un élément qui permet, non pas tout seul, mais combiné avec d'autres, de vous identifier. Et puis si on remet cette définition dans le système du big data, c'est-à-dire non seulement toutes les données qui appartiennent à l'entreprise parce qu'elle a pu les collecter ou les échanger ou se les procurer, mais aussi tout ce qui va traîner sur les réseaux, tout ce qui traîne dans l'espace public, dans le web en général, il y a beaucoup de choses. Donc on a vite fait de vous repérer, y compris quand on met dedans, quand on va ajouter le travail l'intelligence artificielle qui va savoir, même certains algorithmes aujourd'hui savent très bien apparier les données d'une manière absolument effrayante, quoi. Alors oui, on parlait avec Christelle ce matin de Black Mirror, mais sans aller jusque-là, on n'est pas loin, quoi. Ça peut aller très vite. Moi, j'ai quelques expériences personnelles, parce qu'évidemment, quand on me demande ma date de naissance et mon nom sur Internet, que je fais un achat quelconque, je donne à chaque fois une identité fausse. Je change le prénom, je change la date, donc je suis obligée de tenir la liste, c'est un peu compliqué, mais au moins, je peux savoir, quand ça me revient, je trace les circuits. On s'amuse comme on peut. Voilà un de mes passe-temps. Donc, les données sensibles, c'est assez large. Ça commence de manière assez banale, mais c'est quand même assez large. Le RGPD décrit à la suite aussi les données. Pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est ça, les données sensibles. En jaune, c'est les données personnelles. Excusez-moi. En jaune, c'est les données personnelles, et en orange, pardon, j'ai fait une bêtise dans mon élan. C'est ce que le RGPD qualifie de sensible, c'est-à-dire ce qui va toucher à l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses, syndicales également, je l'ai pas marqué, ce qui touche à la vie sexuelle, les données génétiques et biométriques. Voilà ce qui est qualifié de sensible au sein des données personnelles. Excusez-moi. Quand on parle de données sensibles, il faut aussi considérer qu'il y a d'autres choses, qui est tout ce qui n'est pas données personnelles, mais qui est quand même sensible pour une entreprise, parce que ça concerne sa stratégie, des projets confidentiels, encore une fois, même s'il n'y a pas de données dites personnelles là-dedans. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais dire par la suite, c'est que parmi tous les traitements que prévoit le RGPD, sans en faire la liste complète, il y a tout traitement, c'est ce que dit le RGPD, tout traitement de données tel que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'unification, la destruction. Vous avez quand même une palanquée d'actions, et c'est pas limitatif. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la collecte. Je trouve qu'on devrait porter plus attention. Alors évidemment, il ne s'agit pas de la collecte au sens archivistique, au sens des archivistes qui doivent collecter les archives, les traiter et les communiquer aux chercheurs. Il s'agit de la production de la donnée. Et à mon avis, mais c'est pas limitatif non plus, j'ai 4 cas. À mon avis, il y a 4 façons de collecter des données pour une entreprise. Donc, il y a d'abord le chapardage. Il n'y a pas d'ordre, et c'est pas limitatif non plus. Mais je voulais en signaler 4. La première, c'est le chapardage. Il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que vous vous promenez dans la rue, une entreprise se promène, elle voit des pommes et elle ramasse l'information. Donc, sauf que là, les pommes, c'est vous. C'est les internautes. Il y a l'aspect, je dirais, contrôle.
Vous arrivez sur un territoire, on vous demande de montrer patte blanche. Bon, ben voilà, donc on prend vos noms, prénoms. Vous rentrez dans un aéroport, on va vous prendre votre photo, on va faire prendre vos empreintes. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais enfin, la notion de contrôle, parce que vous entrez dans le territoire, a priori contrôlé par quelqu'un d'autre, y compris sur le web. Vous avez ce qui va toucher, donc que ce soit papier ou électronique, parce que je pense que la fraude et l'usurpation, il y en avait moins avant, parce que c'était plus long. Mais il y a toujours eu des faussaires, il y a toujours eu des fraudeurs et des pirates. Donc même dans Astérix, il y a des pirates qui voilà. Donc le hacking, donc on vous prend vos données sans que vous le sachiez, on vous vole ou on vous fait chanter, ce qui est quand même aussi de plus en plus courant. Et puis reste, je voulais terminer par là, l'échange de données normal entre guillemets, c'est-à-dire consenti de part et d'autre, qui est contractualisé par une poignée de main, ou même si c'est une administration et un salarié, il y a des conditions qui sont acceptées de part et d'autre et qui font que la collecte, la donnée est collectée d'une manière raisonnable. Donc voilà, pour moi, tout démarre à la collecte. Et je trouve que ce traitement-là, c'est là-dessus qu'il faut pouvoir insister. Donc avec le RGPD, toute entreprise est chargée de faire la liste de tous les traitements qu'elle opère. Et pour moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par la collecte des données. Et maintenant, je reviens un petit peu, je reboucle avec les données structurées, les données non structurées du début. Parce que j'ai un vocabulaire un peu différent, un peu vieillot, mais je l'admets volontiers ou je vais le revendiquer, qui est que finalement, au lieu de dire les données structurées, les données non structurées, moi je vais appeler ça les données registres et les données dossiers. Alors l'expression de registre et de dossier, elle remonte à Louis XIV. J'ai eu la chance, l'occasion, de visiter les archives nationales avec des salles qui remontaient avant la Révolution et où on a deux types de rayonnage. Enfin, ça c'est pour la petite histoire parce que j'aime beaucoup l'expression. On a des registres qui sont debout, des grosses reliures, et puis vous avez des étagères à plat. Sur lequel on a des dossiers, en fait, qui s'appellent pas dossiers, qui s'appellent layettes. Ça m'amuse toujours, c'est to lay en anglais, parce qu'on a des ensembles de... Le mot dossier, il date du 19e, mais on met les documents à plat parce sur un même sujet, on a plusieurs documents différents. Et cette notion-là, pour moi, c'est exactement l'histoire des données structurées et des données non structurées. De sorte que les données qu'on voit dans les bases de données aujourd'hui, pour moi, c'est des registres qui ont changé de forme. Mais un registre, c'est un document. Donc, finalement, les données sont aussi un document. Voilà mon raisonnement, si vous voulez. On est d'accord sur le fond. Mais mon raisonnement linguistique, il est celui-là. C'est-à-dire, on a des données registres et des données dossiers. Mais quand même, on va peut-être aller un peu plus loin. Donc oui, de Louis XIV à Mark Zuckerberg, pour moi, les choses n'ont pas tellement changé. On changé un peu de forme. Je vais mettre les deux échanges. Voilà. Les données registres. Ce sont ce qui caractérise le registre. Il y a toutes sortes de registres. Après, on peut prendre un registre, c'est-à-dire des pages papier reliées, puis mettre n'importe quoi à l'intérieur, y compris des dessins. Ce dont je veux parler, c'est du process d'enregistrement. Donc, ce qu'on appelle dans l'administration classique le registre d'enregistrement, qui a une caractéristique qui est chronologique et qui est systématique, donc exhaustif. Et cette notion-là, on n'est pas si loin de la blockchain. Quand j'ai lu un peu sur la blockchain, c'est cette même idée, si vous voulez, de traçabilité systématique sur un périmètre qui, lui, est bien défini. C'est peut-être là où il y aurait peut-être à rediscuter, mais tout dépend le registre de quoi. Si c'est le registre de sécurité, c'est systématiquement tous les gens qui rentrent et qui passent dans tel immeuble ou sur tel chantier. Si c'est le registre, vous avez parlé de Singapour tout à l'heure, moi, là aussi, je ne veux pas faire trop vieux jeu, mais j'ai pu voir au port de Marseille les registres d'enregistrement des bateaux. Donc, depuis le XIIIe siècle, vous avez à Marseille jusqu'en 1985, parce qu'après, c'était l'informatique et on a perdu beaucoup de données. Mais enfin, ça, c'est le début de l'informatique, c'est pas très grave. Enfin, on s'en remet. Ça remet pas en cause la technologie. Mais il y avait cette notion, chaque fois qu'un bateau rentre dans le port, on a des données sur lui. Chaque fois qu'il sort, on a des données sur lui. C'est pas autre chose.
Donc cette notion de registre, encore une fois, chronologique et systématique, un registre alphabétique, c'est pas un registre, c'est un répertoire. Vous voyez, donc je prends le mot registre dans le sens le plus strict et le plus administratif qui soit, alors que de l'autre côté, ce qu'on a les données dossiers, on a une action qui va être un contrat, qui va être une décision, et on va, un peu de manière circulaire ou grégaire, là, agréger autour, dans un process agrégatif, toutes les données qui concernent ce même document, ce que j'appelle donc un document maître, donc l'acte ou la décision, et puis derrière les documents justificatifs, les documents explicatifs, les documents préparatoires, tout ce qu'on veut mettre autour et qui forme un objet qui a du sens. Pour moi, ce n'est pas le support qui va évidemment définir le document, c'est le sens, c'est le contexte d'établissement et c'est le process, le mode de production de l'information, s'il est systématique et chronologique ou s'il est agrégatif par rapport à un point précis qu'on veut souligner, qui est un acte ou un fait qu'on veut documenter. Donc voilà cette notion que je voulais partager avec vous pour dire que finalement, chacun parle de ce qu'il connaît le mieux. Moi, c'est un peu l'histoire de l'information que je connais le mieux. Et j'aime à repérer dans l'histoire, ou à repérer, oui, dans le monde numérique, ce qui finalement représente des permanences, des avatars de fondamentaux, qui sont ce sur quoi je me fonde et je me sens assez solide devant une situation parce que ces fondamentaux-là, de savoir, il y a un émetteur, il y a un destinataire, il y a une date. Je suis frappée, j'ai été beaucoup frappée ces 20 dernières années par l'absence d'intérêt ou d'attention sur la notion de date. L'article du Code civil, quand on a introduit la signature électronique, l'article 1366 du Code civil que j'évoquais tout à l'heure, qui était l'article 1316 autrefois, et qui reconnaît l'écrit électronique au même titre que l'écrit papier, était... j'ai oublié ce que j'ai encore fait un détour, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Pardon ? Oui, sur le fait qu'il y a cette... oui, c'est la date. Non, c'est par rapport à la date. Vous voyez, moi-même, je l'oublie. Oui, dans cette excusez-moi, hein, j'ai un petit trou de mémoire. Dans l'article du Code civil qui reconnaît l'écrit électronique, il est fait mention qu'il faut que le document tout est valable. Tout support est valable, sous réserve que la personne soit bien identifiée, donc c'est la notion d'authenticité, d'authentification, et qu'il soit bien conservé. Mais dans l'authentification, dans l'authenticité, il y a aussi la date qui est importante. Et la date, elle n'est pas toujours prise en compte comme il faut. Et pour moi, cette notion de date, on revient à la date, la data. Enfin, c'est un peu un jeu de mots, mais la notion de date me paraît fondamentale. Parce que dans le registre, il y a un début, il y a une fin. Il y a une chronologie, il y a une traçabilité, et que dans le dossier, il y a un acte ou un fait majeur sur lequel on va agglutiner, agréger les autres informations. Voilà. Et pour moi, cette notion, au moment de la collecte, parce que je veux faire absolument, j'insiste sur le lien entre cette notion de collecte et cette interprétation des données registres et des données dossiers. C'est au moment de la production. J'aurais tout à l'heure, quand je parlais de... Il y a un autre, je reviens un peu en arrière, c'est pas trop... Quand je parlais de ça, il y a aussi le fait que, avec Internet, avec la donnée, on a mis l'accent sur tout un chacun, l'internaute, l'utilisateur, qui peut accéder lui-même aux données et qui va, on a dit, le document est mort parce qu'on va recomposer l'information à la volée. Vous cherchez une information et hop, vous refaites votre dossier comme vous voulez. Certes, mais l'information que vous avez utilisée, elle est bien enregistrée quelque part au départ. C'est ça que je veux souligner, parce que pour moi, il y a un peu un déséquilibre entre l'utilisation de la donnée, tout le monde parle de ça, alors que la création de la donnée, pour moi, elle obéit toujours à ce modèle-là. C'est-à-dire, ou bien vous allez sur un site Internet et on vous ponctionne systématiquement vos données de connexion,
ou bien vous allez faire un achat sur Internet et vous allez vous-même dire tiens, j'ai vu ça, je choisis ça, je rajoute ça et constituer un petit dossier d'achat. C'est ça l'idée que je veux mettre en avant. Quand on a des tweets, les tweets c'est un registre quelque part, ou Twitter c'est une collection de registres parce qu'il y a cette notion de chronologie qui est très importante. Enfin, je dis pas que c'est la seule façon de voir les choses, je dis que c'est une façon je dirais assez traditionnelle et que j'ai choisi pour ma part une grille de lecture de l'information de la donnée aujourd'hui et que finalement les cas de figure répondent assez bien. Et donc pour conclure, je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais je conclus là-dessus, c'est que finalement le « et » entre données sensibles et documents à risque, c'est finalement ce serait un petit peu la même chose. La différence, c'est le fait d'être, ce qui peut être sensible sans être personnel, avec le rajout que j'ai fait tout à l'heure sur le schéma des données, mais finalement, c'est la même chose. Autrement dit, pour moi, qui me place avec le métier que je fais, non pas en tant qu'utilisateur, et c'est là où j'aime bien discuter avec Sarah et Valérie, parce que c'est un autre point de vue, donc on s'enrichit à discuter, mais pour mon point de vue à moi, qui est celui d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à mettre en sécurité dans la durée les données qui présentent un risque pour elles, j'ai développé le mot archiver, Archiver, c'est mettre en sécurité pendant un certain temps des données qui présentent un certain risque. Donc voilà. Et finalement, la problématique des données sensibles, c'est à peu de choses près la problématique des documents à risque dans l'entreprise. On enlève données documents, on pourrait appeler les docunés ou je sais pas. Enfin, ça serait pareil. L'idée, c'est quel est l'objet, qui a du sens, d'où il vient, à qui il appartient, et à partir de ce moment-là, dès sa création, donc dès la collecte, il faut lui donner une règle de vie en fonction de sa valeur. Et sa forme, on s'en moque un petit peu finalement. C'est pour montrer ici donc une constance dans la démarche intellectuelle de gestion des risques documentaires ou informationnels, comme vous voudrez. Voilà ce que je voulais dire. J'aurais pu dire aussi, comme tout le monde, beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci de votre intervention. Vous avez soulevé une question assez polémique, on va dire. C'est la mort du document. Je pense qu'on est nombreux à penser que vous avez raison de croire que c'est pas mort, que ça meurt pas. Mais par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la blockchain et les smart contracts, le document administratif, pas le document en général, parce que le document en général, effectivement, que ça peut pas mourir parce que le document, c'est quand même le produit de l'esprit, et l'esprit, c'est aussi l'esprit aussi le produit du document. Donc là, je pense qu'on pense tous que ça peut pas mourir. Mais par contre, le document administratif, il est en train de mourir. On a l'impression avec la blockchain qu'il va mourir parce que il est remplacé par ce qu'on appelle des ledgers, alors comment ? Le registre distribué. Voilà, des registres distribués. Vous l'avez soulevé tout à l'heure. Mais en fait, je voulais revenir sur le smart contract parce que vous avez été tous les deux, vous et votre collègue tout à l'heure, vous avez tous les deux fait la même remarque comme quoi c'était pas très smart en fait, parce qu'on pouvait pas faire grand chose. Ça va venir. Comment ? Ça va venir. Non, oui, ça va venir effectivement, mais en fait, smart, ça vient pas de là. Je pense que c'est plutôt que ça remplace justement, ça remplace toute la bureaucratie, et c'est de là d'où ça vient smart en fait, c'est qu'il y a plus besoin de toute cette bureaucratie, tout ce papier, toute cette paperasse. Elle est remplacée elle est automatisée, et donc il y a un trust qui se fait sans avoir besoin de bureaucratie. C'est là d'où ça vient le mot smart. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite, quand on voit ce que c'est, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a smart là-dedans en fait. Alors, I will tell you my own smart story in French.
Quand on a commencé à avoir des emails. Moi, j'ai eu mes premiers emails ma première boîte mail en 95. Vous n'étiez pas nés? Bon. Voilà. Donc en 1995, j'ai eu ma première boîte mail. Et puis après, voilà, je m'en suis servi. 20 ans après, qu'est-ce que je vois dans les entreprises? Et je ne vais pas les citer par charité parce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises? Les gens continuent, envoient des mails comme tout le monde, parce que c'est l'environnement, et on continue d'avoir des écrits papier. Et alors après, on prend le papier, on le scanne, et on l'envoie, puis on l'imprime, puis on le resigne, puis on le renvoie. Moi, il y a déjà plus de 10 ans que je refuse d'imprimer un PDF pour le signer, pour le renvoyer. J'ai dit mon mail, vous avez mon mail, je vous le renvoie, vous le renvoyez, et c'est tout. Les gens, ils se font du cinéma. Moi, je me fais un autre cinéma, mais il y a peut-être chacun son cinéma. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'esbrouf dans tout ça, et qu'on a complexifié les choses. Alors, cette histoire de mail, franchement, je pourrais vous en raconter sur les gens qui, on leur a mis une application de gestion de courrier dans leur entreprise en 2010. Alors, ils sont obligés de saisir des métadonnées et de faire de l'indexation dans la solution de courrier. Mais comme ils ont du boulot, c'est pressé et tout, ils répondent par mail vite. Et puis le soir, ils restent pour recopier et faire des documents papier qu'ils puissent scanner pour mettre dans la... les gens se sont fait du cinéma, mais des histoires de fous. Et c'est pas du tout une question de smart, pas smart, c'est une question de ne pas justement opposer. Je veux dire, si les gens avaient dès le début pensé que le courrier électronique, c'était l'équivalent du courrier papier. Il y a beaucoup de différences aussi, qui sont dues pour autre chose. Mais pour un certain nombre de choses, là où on envoyait un courrier papier, maintenant on envoie un mail, on aurait pu faire ça de manière beaucoup plus simple. Donc les gens se font du cinéma, je trouve. Mais à ce qui paraît, c'est surtout français, ça. Oh, c'est bien possible. Parce qu'il y a des pays où ça marche très bien, l'informatique. Mais en France, il y a une espèce de psychose, on dirait. Oui, donc c'est pas une question de données ou de documents, vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais par contre, tout ce qui est administratif, oui, c'est une question de psychologie, c'est sûr aussi. De la confiance qu'on a avec l'informatique, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a aujourd'hui des sites administratifs qui sont assez performants en matière électronique, de transactions électroniques, et il y a des sites privés qui sont un peu lourds. Donc c'est une question d'état d'esprit, et je crois qu'il faut réfléchir. C'est pour ça, c'était le sens un petit peu de mon intervention, c'est que il faut prendre un petit peu de recul sur l'aspect visuel des choses et voir ce qu'il y a derrière. Parce que les humains, il y en a toujours eu, pas toujours, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Stephen Hawking disait 100 ans encore, donc profitons-en. Des humains, ça fait un moment qu'il y en a, et on est en plein dedans, et ils ont toujours fait des transactions entre eux, et depuis que l'écriture a été inventée, il y a des transactions. Après, la forme que ça prend, c'est accessoire pour moi. Dans l'esprit d'une démarche responsable, d'une démarche d'archivage managérial qui est: je suis dans une entreprise, j'ai fait un certain nombre d'actes juridiques en achetant, en vendant, en acceptant, en refusant, j'ai pris un certain nombre de décisions, elles sont tracées, on s'en fiche de la trace, il faut que ce soit la meilleure par rapport à la technologie du moment, évidemment. Moi, personnellement, je suis très très intéressée par la blockchain pour des tas de raisons, mais il y a une chose qui me déplaît fortement dans la blockchain, c'est l'impossibilité de détruire. Moi, je suis une grande militante de la destruction de données. Il y en a beaucoup trop, ça nous étouffe. Donc, pour moi, je ne suis pas séduite par la blockchain pour pour cette raison. Après tout, vous allez penser qu'on dit, mais l'irréversibilité est un frein pour moi, c'est un défaut. On est quand même, si je reprends les données que je vous disais au début, il y a 70% de ce qui se trouve sur les serveurs qui n'a aucun intérêt. On pourrait parler aussi de l'intérêt écologique de la destruction, parce que ça coûte cher tout ça sur la planète. Mais je trouve que la blockchain, elle me plaît si on lui donne comme rôle d'enregistrer des transactions pérennes. Par exemple, l'état civil. Moi, l'état civil sur la blockchain, je trouve ça formidable. Par exemple. On n'en est pas là, mais donc c'est pas une opposition de technologie, c'est où est le sens. D'accord, non mais j'ai pas parlé d'opposition. Non, mais moi oui.
Eh ben, oui, mais vous dites c'est pas comme si on avait impliqué le contraire. Mais merci en tout cas de votre éclaircissement. D'autres questions? Merci Anne Chabin. Sur ce, notre journée touche à sa fin.